Pendant des années, un riche milliardaire nommé Luc distant et froid, sur le plan émotionnel, observait son fils autiste Théo, assis tranquillement toujours, au même endroit derrière une grande fenêtre pointant le doigt, vers le jardin, et répétant inlassablement les mêmes mots étranges que personne ne comprenait. Les médecins y voyaient un simple symptôme de plus. Les nounous l'ignoraient. Luc pensait que cela n'avait aucun sens, mais un jour, une nouvelle employée de maison arriva différente des autres. Elle remarqua ce que tout le monde avait manqué. Elle prêta attention. Ce qu'elle découvrit au-delà de cette fenêtre allait révéler une vérité déchirante, une pièce manquante du passé, et un secret capable de bouleverser leur famille à jamais. Avant de poursuivre cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aimer la vidéo, et laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire d'où vous nous regardez. Cela nous fait toujours plaisir. Théo était un petit garçon qui passait la plupart de son temps en silence, assis près d'une grande fenêtre de la villa. Chaque jour, il fixait l'extérieur en pointant le doigt vers le jardin et répétait sans cesse la même phrase « Maman, encore, là ». Il ne parlait presque jamais autrement, et quand il le faisait, personne ne parvenait vraiment à le comprendre. Théo était autiste, et beaucoup supposaient que ces mots n'avaient aucune importance. Il n'avait pas d'amis, ne sortait pas pour jouer ou parler avec d'autres enfants. Il restait simplement près de la fenêtre répétant son étrange phrase et pointant comme si quelque chose de très important se trouvait là-dehors. Son père Luc n'y prêtait aucune attention. Il pensait que le comportement de Théo faisait simplement partie de sa condition. Il ne posait pas de questions et n'essayait jamais de comprendre. Pour Luc, son fils n'était qu'un garçon tranquille, aux besoins particuliers, vivant dans son propre monde. Luc était un homme fortuné, propriétaire d'une grande entreprise française, et il avait largement de quoi offrir à son fils tout ce dont il pouvait avoir besoin. Mais il n'était ni chaleureux ni affectueux. Il avait perdu sa femme à la naissance de Théo et n'avait jamais été le même depuis. Cette douleur l'avait rendu distant. Il ne tentait pas de créer un lien avec Théo ni de l'écouter. Même lorsque l'enfant répétait chaque jour la même phrase, Luc passait devant lui sans s'arrêter. Il ne demandait pas ce que signifiaient ces mots, ni pourquoi Théo pointait vers l'extérieur. Luc avait bâti une vie en évitant les émotions. Pour lui, les sentiments étaient un problème dont il n'avait pas le temps de s'occuper. Il se tenait occupé avec des réunions d'affaires, des appels et des courriels, trouvant toujours une raison d'ignorer ce qui se passait à la maison. Il se disait que Théo était en sécurité nourri et bien soigné. C'était suffisant. Les personnes qui travaillaient dans la villa suivaient la même routine. Il y avait des femmes de ménage, des cuisiniers, des chauffeurs, mais aucun d'eux ne regardait vraiment Théo. Ils accomplissaient leur travail, nettoyaient, cuisinaient, conduisaient, répondaient au téléphone, mais ne posaient jamais de questions. Ils étaient habitués à voir le garçon à la fenêtre et à entendre ses paroles étranges. Cela faisait partie du décor, comme un bruit de fond. Personne ne s'arrêtait pour se demander pourquoi il pointait toujours le même endroit, ou pourquoi il semblait si concentré. Certains pensaient que c'était simplement ainsi que se comportaient les enfants, autistes. D'autres craignaient de poser des questions qui pourraient amener des complications. Ainsi, jour après jour, Théo restait seul, essayant de montrer quelque chose de ses petites mains et de sa voix douce, mais personne ne prenait le temps de le voir vraiment. Même s'il ne parlait pas clairement, il s'efforçait de dire quelque chose. Ses mots n'étaient pas au hasard. Il répétait la même chose pour une raison. « Maman, encore, là. » Chaque fois qu'il le disait, il pointait vers le même coin du jardin. Ses yeux étaient sérieux et pleins de sens,
mais il ne savait pas comment l'expliquer mieux. Il n'était encore qu'un enfant, et l'autisme rendait l'expression de ses sentiments plus difficiles. Pourtant, dans son esprit, il savait ce qu'il essayait de dire. Quelque chose dehors lui rappelait sa mère. Peut-être une forme, un mouvement ou une personne. Peut-être avait-il vu quelque chose d'étrange, mais personne ne posait de questions. Il répétait son message jour après jour, espérant que quelqu'un finirait par l'entendre et l'aiderait à expliquer. Puis un jour, une nouvelle employée arriva pour s'occuper du ménage et de l'organisation. Elle n'était pas comme les autres. Elle ne se précipitait pas dans son travail et n'avait pas peur de s'arrêter pour regarder autour d'elle. Dès son premier jour, elle remarqua Théo à la fenêtre. Elle vit comment il pointait vers le jardin et entendit les mots qu'il répétait sans cesse. Au début, elle ne comprit pas non plus, mais quelque chose la poussa à s'arrêter et à observer. Elle vit la tristesse sur son visage et la manière dont il essayait de communiquer. Même si personne n'avait jamais écouté auparavant, elle ne passa pas devant lui comme les autres. Elle s'arrêta. Elle suivit du regard l'endroit qu'il montrait. Et dans ce petit instant, tout commença à changer. La nouvelle employée se mit à prêter une attention particulière à Théo. Elle commença à lui poser de douces questions et à s'asseoir tranquillement à côté de lui, sans tenter de le forcer à parler, simplement pressante. Elle remarqua les détails que les autres avaient ignorés, la façon dont ses doigts désignaient toujours le même arbre, la légère variation de sa voix lorsqu'il parlait, la manière dont son corps bougeait, avec une certaine urgence. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un le regardait non pas comme un problème, mais comme un enfant. Elle ne le traitait pas comme s'il était brisé ou invisible. Elle le traitait comme quelqu'un qui avait quelque chose à dire. Et plus elle passait de temps près de lui, plus elle commençait à comprendre. Théo ne répétait pas seulement un souvenir. Il essayait de leur montrer quelque chose qui se passait maintenant, quelque chose de réel que personne d'autre n'avait remarqué. Ainsi commence l'histoire, avec un petit garçon derrière une grande fenêtre. Un garçon qui pointait chaque jour et prononçait des mots qui semblaient étranges à tous, sauf à lui. Un garçon qui avait vécu dans le silence, entouré de personnes qui ne le regardaient jamais vraiment. Mais à présent, quelqu'un avait remarqué, quelqu'un avait écouté. Et pour la première fois, il y avait un petit espoir que les mots de Théo seraient entendus et que son message serait enfin compris. Le mystère du jardin, la signification de « maman encore là » et la vérité sur ce que Théo voyait restait à découvrir. Mais quelque chose d'important s'était déjà produit. L'enfant invisible ne l'était plus. Maya était une jeune femme issue d'un milieu modeste. Elle vivait dans une petite maison, loin de la ville, et travaillait dur pour subvenir aux besoins de sa mère et de ses jeunes frères et sœurs. Lorsqu'elle obtint le poste de femme de ménage chez Luc, elle se sentit à la fois reconnaissante et nerveuse. C'était la plus grande maison où elle soit jamais entrée. Le premier jour, elle arriva tôt, vêtue d'habits propres mais simples, et la gouvernante lui fit faire le tour de la villa. Elle remarqua vite que l'endroit était silencieux, presque trop silencieux. Les employés faisaient leur travail en silence et ne parlaient que si nécessaire. En traversant le couloir, Maya aperçut un petit garçon, assis près de la fenêtre. Il ne bougeait presque pas, fixant simplement l'extérieur. Puis il pointa le jardin et dit doucement « Maman encore, là ». Les autres employés l'ignorèrent, mais Maya s'arrêta. Elle ressentit quelque chose d'étrange à ce moment-là, la sensation que ce garçon n'était pas seulement tranquille, il était profondément triste. Au cours des jours suivants, Maya vit plusieurs fois le garçon au même endroit, faisant la même chose.
Elle demanda à une femme de ménage plus âgée qui il était. « C'est Théo, le fils du patron, » répondit-elle. « Ne t'en préoccupe pas, il est spécial. » Maya n'aima pas la froideur de cette réponse. Elle continua d'observer Théo de loin. Il parlait peu, mais elle sentait qu'il essayait de dire quelque chose. La plupart des gens passaient sans un regard. Pas Maya. Elle commença à le saluer chaque matin, d'un sourire et d'un doux « bonjour ». Au début, Théo ne réagissait pas, mais Maya resta patiente. Elle ne le força jamais à parler. Elle voulait seulement qu'il voie que quelqu'un le remarquait. Peu à peu, les yeux de Théo commencèrent à la suivre. Quand elle nettoyait le couloir, il la regardait. Quand elle descendait le linge, il passait la tête par l'angle du mur. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. Au fil des semaines, Théo se mit à suivre Maya dans la maison. Il ne disait rien, se contentant de marcher derrière elle en silence, comme une ombre. Maya n'en prenait pas ombrage. Elle le laissait s'approcher, lui parlant doucement de ce qu'elle faisait, plier les serviettes, faire le lit, préparer le déjeuner. Un jour, alors qu'elle essuyait la table, elle leva les yeux et fut surprise, Théo souriait. Un petit sourire discret, mais bien réel. Maya lui rendit son sourire. Ce soir-là, quand elle lui apporta un morceau de fruit, il le prit et dit un mot qui la figea, « Maman ». D'abord, Maya crut avoir mal entendu, mais il répéta, « Maman ». Elle ne sut quoi répondre. Son cœur se serra, mais se remplit aussi d'une chaleur inattendue. Elle s'accroupit près de lui et lui toucha doucement la main. « Je m'appelle Maya », murmura-t-elle. Théo la regarda simplement et sourit encore. Maya ne savait pas pourquoi Théo l'appelait « maman », mais elle n'en fut pas troublée. Au contraire, elle fut émue. Elle voyait bien que Théo ne prononçait pas ce mot à la légère. Peut-être se souvenait-il de sa vraie mère et retrouvait quelque chose d'elle en Maya, ou peut-être se sentait-il simplement en sécurité. Quoi qu'il en soit, Maya ne le corrigea pas. Elle le laissa l'appeler ainsi. Chaque fois qu'il disait « maman », elle se contentait de lui sourire et de lui répondre avec douceur. Luc, cependant, n'y accorda pas d'importance. Quand Maya le lui mentionna un jour, il haussa les épaules. Il se trompe, c'est juste sa manière d'être. Maya n'était pas d'accord, mais elle ne discuta pas. Elle commençait à sentir qu'il se passait quelque chose de plus profond. Théo essayait de créer un lien, et Maya était la seule prête à l'écouter. Il ne répétait pas ses mots sans raison. Il y avait un sens derrière ses gestes. Maya comprit qu'elle devait rester attentive. Chaque fois que Théo pointait vers le jardin en disant « Maman encore là », elle devenait plus curieuse. Au début, elle pensa qu'il s'agissait d'un simple souvenir dont il ne pouvait se détacher. Mais la façon dont il répétait cela, chaque jour, toujours à la même heure, en désignant exactement le même endroit, commença à lui sembler davantage une piste. Elle se mit à l'observer de près. Elle remarqua que son corps se tendait avant de parler et que ses yeux se fixaient sur quelque chose dehors. Mais chaque fois qu'elle regardait, il n'y avait rien, juste une partie ordinaire du jardin, un arbre, un peu d'herbe et des fleurs. Pourtant, l'habitude ne cessa pas. Théo continuait, et Maya ne pouvait plus l'ignorer. Elle sentait qu'il essayait de montrer quelque chose d'important, quelque chose qui était resté inaperçu trop longtemps. Elle prit une décision silencieuse. Elle devait découvrir ce qui se cachait là-dehors. Un après-midi, alors que la maison était calme et que les autres employés étaient occupés, Maya se plaça à côté de Théo, près de la grande fenêtre. Il était déjà là comme toujours, pointant du doigt et murmurant « Maman encore ? Là !» Maya s'agenouilla à côté de lui et regarda dans la direction qu'il indiquait. Elle inspira profondément.
« Allons voir Théo », dit-elle doucement. Elle lui tendit la main. Théo hésita, puis la prit lentement. Ils traversèrent ensemble le couloir, passèrent devant la cuisine et sortirent par la porte arrière vers le jardin. Maya suivait son rythme observant l'endroit où se posaient ses yeux. Ils passèrent devant les fleurs, puis devant l'arbre, jusqu'à atteindre un coin du jardin qui semblait intact. Maya regarda autour d'elle. Il y avait quelque chose de caché derrière un buisson petit et étrange. Elle se tourna vers Théo. Son visage était devenu sérieux. C'était là. Maya comprit enfin, tout ce que Théo montrait depuis si longtemps était bien réel. La fin d'après-midi approchait. Le soleil brillait encore, mais la lumière devenait plus douce. Maya se tenait de nouveau près de Théo à la grande fenêtre comme elle l'avait fait tant de fois. Il pointait calmement répétant les mêmes mots. « Maman encore, là !» Cette fois, Maya ne se contenta pas de regarder dehors. Elle se pencha doucement, prit la main de Théo et dit « Allons voir ce qu'il y a ». Théo la regarda. Il ne parla pas, mais hocha lentement la tête. Maya ouvrit la porte du jardin et le guida vers l'extérieur. Ils avancèrent prudemment, pas à pas, le long du sentier. L'herbe était épaisse et un peu envahissante. Personne ne semblait plus utiliser cette partie du jardin. Théo tenait fermement la main de Maya, le regard fixé droit devant lui comme s'il savait exactement où ils allaient. Maya le suivait silencieuse, simplement présente. Ils atteignirent un coin du jardin, caché derrière de hautes plantes et de vieux arbres. Les branches étaient sèches et quelques feuilles leur griffaient les jambes. On aurait dit que personne n'avait entretenu cet endroit depuis des années. Maya écarta des buissons épais, et c'est alors qu'ils le virent une vieille balançoire suspendue à un cadre de bois tordu. La balançoire était couverte de rouille, et l'une des cordes était légèrement effilochée, mais elle tenait toujours. Théo n'attendit pas. Il marcha droit vers elle, s'assit, et commença à se balancer doucement. Ses jambes allaient d'avant en arrière, ses yeux se fermèrent. Puis il murmura à voix basse « Maman encore ». Maya resta figée. Un frisson étrange lui parcourut le corps. Cet endroit, cette balançoire, ce n'était pas un simple jouet ancien. C'était important pour Théo. C'était cela qu'il désignait depuis le début. En l'observant, Maya comprit ce que signifiait ce lieu. Ce n'était pas seulement un coin de jardin, c'était un souvenir. Un morceau du passé de Théo toujours vivant ici. Il ne montrait pas la balançoire pour s'amuser, mais parce qu'elle lui rappelait quelqu'un ou quelque chose. Maya s'assit lentement sur le sol, près de la balançoire, sans parler, laissant Théo ressentir ce qu'il avait besoin de ressentir. Il continua de se balancer les yeux clos, murmurant encore de temps en temps les mêmes mots. Maya comprit alors que Théo ne répétait pas des phrases vides. Il cherchait à revenir à un moment où il se sentait aimé et en sécurité. Cette balançoire était son chemin vers sa mère. Peut-être s'était-il autrefois assis là avec elle. Peut-être qu'elle le poussait doucement. Quoi qu'il en soit, cela comptait profondément pour lui. Et enfin quelqu'un était là pour le voir et rester à ses côtés. Ce jour-là changea quelque chose en Maya. Elle se fit une promesse. Elle emmènerait Théo à la balançoire chaque jour, non parce qu'il le demandait, mais parce qu'elle comprenait. Ce n'était pas seulement une promenade, c'était une guérison, une mémoire. Le lendemain après-midi, elle lui reprit la main, et ils se rendirent à la balançoire comme la veille. Théo ne parlait pas beaucoup, mais elle percevait la différence dans son corps. Il était plus calme, ses épaules moins crispées. Il souriait davantage, même légèrement. Il disait toujours « Maman ». Mais Maya ne le corrigeait plus. Elle n'en avait pas besoin.
Elle savait qu'il ne se trompait pas, il se souvenait. Et ce souvenir l'aidait à se sentir proche de celle qu'il avait perdue. Chaque fois qu'il s'asseyait sur la balançoire, c'était comme un retour à un endroit où tout avait du sens pour lui. Les autres employés de la maison ne comprenaient toujours pas. Certains murmuraient « Pourquoi perd-elle son temps dans ce vieux jardin ?» ou « Ce garçon restera toujours comme ça ?» Mais Maya s'en moquait. Elle ne s'expliquait pas, ne cherchait pas à les convaincre. Son attention restait sur Théo. Plus elle passait de temps avec lui, plus il s'ouvrait à sa manière. Il se mit à fredonner de petites mélodies. Il commença à lui tenir la main sans crainte. Un jour, il pointa même une fleur et dit « Jolie ». Ce simple mot fit sourire Maya toute la journée. Le jardin devint leur havre de paix, un endroit où personne d'autre ne venait, où personne ne jugeait, juste Maya et Théo. Un jour, elle apporta une petite couverture et s'assit près de lui pendant 1 heure, tandis qu'il se balançait doucement. Ce n'était ni bruyant, ni excitant, mais c'était réel. C'était paisible, c'était important. Jour après jour, ils y retournèrent. Qu'il fasse soleil, ou que le ciel soit couvert, Maya et Théo faisaient ce petit trajet jusqu'au fond du jardin. La balançoire restait la même, vieille un peu abîmée, mais toujours solide. Théo s'y asseyait, se balançait lentement, les yeux clos. Il ne demandait rien d'autre. Cet endroit, ce moment, lui offrait quelque chose qu'aucun autre ne pouvait lui donner, une connexion. Maya ne manqua jamais un jour. Elle se mit à entretenir l'endroit taillant, quelques plantes, enlevant les feuilles mortes, non pour le transformer, mais pour le protéger. Elle respectait ce que ce lieu signifiait pour Théo. Elle savait maintenant que le garçon de la fenêtre n'avait jamais été perdu dans des paroles insensées. Il avait toujours essayé de montrer ceci, un lieu empli de silence, mais chargé de sens. Un lieu où il s'était senti aimé. Un lieu où il pouvait encore murmurer « maman » et se sentir proche d'elle. Ce fut un autre après-midi tranquille quand Maya emmena Théo au jardin. Comme toujours, ils marchèrent, main dans la main, jusqu'à la vieille balançoire au fond du terrain. Théo était calme et semblait heureux. Il ne parlait pas beaucoup, mais Maya avait appris à lire ses expressions. Lorsqu'ils atteignirent la balançoire, Théo lâcha sa main et alla vers sa place habituelle. Maya étendit une petite couverture au sol et s'assit. Tout paraissait normal, jusqu'à ce qu'un mouvement attire son attention. À quelques mètres sur un gros rocher, se tenait une fillette. Elle était très mince, ses vêtements sales et déchirés. Ses cheveux étaient emmêlés et son visage portait des traces de terre, mais ses yeux vifs et précis les observaient sans peur. Elle ne dit pas un mot. Maya se leva rapidement incertaine de ce qu'elle devait faire. La fillette ne bougea pas. Elle se contenta de les regarder en silence. Maya resta immobile un instant, hésitant entre l'appeler ou reculer. Théo cependant la surprit. Au lieu d'être nerveux ou timide, il se tourna vers la fillette. Un sourire apparut lentement sur son visage. Sans rien dire, il marcha vers elle. Le cœur de Maya se mit à battre plus vite. Théo ne réagissait jamais ainsi avec des inconnus. D'habitude, il se cachait derrière elle ou détournait le regard, mais là il semblait parfaitement à l'aise, presque joyeux. La fillette descendit du rocher et s'avança vers Théo. Les 2 enfants se retrouvèrent face à face, puis comme s'ils s'étaient toujours connus. Ils marchèrent tous les 2 vers la balançoire et commencèrent à jouer. D'abord Théo s'assit pendant que la fillette le poussait. Puis ils échangèrent les rôles. Ils ne parlaient pas, mais leur langage corporel débordait d'énergie et de joie. Maya n'en croyait pas ses yeux. Leur connexion était immédiate, profonde,
totalement naturels. En les observant, quelque chose la troubla. Ce n'était pas seulement la rapidité de leur lien qui paraissait étrange, mais aussi leur ressemblance. La fillette avait la même couleur de cheveux que Théo. Ses yeux étaient de la même forme, du même brun profond. Même ses expressions faciales et ses petits gestes, la façon dont elle inclinait la tête ou bougeait les mains, semblaient étrangement familiers. Maya se pencha les étudiant attentivement. Ils paraissaient même avoir le même âge, peut-être 5 ou 6 ans. Quand la fillette riait, Théo riait aussi. Quand elle courait en cercle, il l'imitait. Un frisson parcourut Maya. C'était presque comme regarder des jumeaux, mais c'était impossible. Théo n'avait pas de frère ou sœur, du moins c'est ce que tout le monde croyait. Maya n'avait jamais entendu parler d'autres enfants dans la famille de Luc. Pourtant, elle ne pouvait ignorer ce qu'elle voyait. Il y avait là quelque chose de plus profond, quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore. Maya se leva et s'approcha lentement des enfants. Elle ne voulait pas effrayer la fillette, alors elle parla doucement. « Bonjour, tu as faim. Tu voudrais manger quelque chose ?» La fillette la regarda une seconde, puis hocha la tête. Maya ouvrit le petit sac qu'elle avait apporté et en sortit un sandwich et une bouteille d'eau. Elle l'étendit à la fillette, qui saisit la nourriture rapidement et mangea à grosses bouchées, comme quelqu'un qui n'avait pas mangé depuis longtemps. Maya s'accroupit près d'elle et tenta de parler encore. « Comment t'appelles-tu? Où habites-tu » La fillette fit une pause, mais ne dit rien. Elle continua à mâcher les yeux baissés. Puis aussi silencieusement qu'elle était apparue, elle se leva. Elle jeta un dernier regard à Théo et lui sourit. Avant que Maya puisse poser une autre question, la fillette se retourna et disparut dans les arbres. En quelques secondes, elle n'était plus là. Maya courut quelques pas en l'appelant, mais la fillette s'était volatilisée. Les arbres étaient denses à cet endroit du jardin, et Maya ne put voir où elle était allée. Elle revint auprès de Théo, qui était de nouveau assis sur la balançoire, l'air paisible. Maya s'assit à côté de lui, l'esprit rempli de questions. Qui était cette fillette? D'où venait-elle? Pourquoi Théo avait-il réagi avec autant de chaleur alors qu'il évitait habituellement les nouvelles rencontres? Et surtout pourquoi se ressemblaient-ils autant? Maya ne parvenait pas à chasser l'étrange sensation qui lui serrait la poitrine. Ce n'était pas normal. Ce n'était pas simplement la visite d'un enfant pauvre, égaré dans les arbres. Il y avait quelque chose dans la manière dont la fillette était apparue, dont elle s'était liée à Théo sans prononcer un mot, puis avait disparu. Tout paraissait trop parfait, trop étrange. Maya savait que ce n'était pas un moment ordinaire. Cela signifiait quelque chose. Cette nuit-là, elle ne put dormir. Elle ne cessait de penser à la fillette. Il n'était pas possible qu'elle ait rêvé Théo l'avait vue, avait joué et ri avec elle. Maya décida de se préparer, au cas où l'enfant reviendrait. Elle commença à garder de la nourriture et des vêtements supplémentaires dans son sac au cas où. Elle prit même une lampe de poche et vérifia chaque jour plus attentivement le chemin du jardin. Au fond d'elle, Maya sentait que cette fillette n'était pas apparue par hasard. Il se passait autre chose, quelque chose qui concernait Théo. Peut-être détenait-elle des réponses sur son passé. Peut-être faisait-elle partie d'une histoire que personne n'avait jamais racontée. Tout ce que Maya savait, c'est qu'elle devait en découvrir davantage. Le jardin n'était plus seulement un endroit calme, avec une vieille balançoire. Il était devenu le centre d'un mystère, et tout avait commencé par une petite fille, debout sur un rocher. De retour dans la maison, Maya ne put garder pour elle ce qu'elle avait vu. Elle s'assit dans la cuisine, toujours absorbée par l'image de l'enfant, apparu dans le jardin. Après quelques minutes, elle se leva
et alla directement au bureau de Luc. Il travaillait comme toujours derrière son grand bureau, les yeux fixés sur un écran rempli de chiffres et de documents. Maya frappa doucement. « J'ai besoin de vous parler, » dit-elle. Luc ne leva pas les yeux. « À propos de quoi ?» répondit-il en continuant de taper. « À propos de Théo et de quelque chose qui s'est passé aujourd'hui. » Luc soupira, mais finit par lui accorder son attention. Maya raconta toute l'apparition de la fillette dans le jardin, son aspect sale et maigre, son silence, puis sa disparition. Luc ne réagit pas jusqu'à ce qu'elle décrive son visage. « Elle ressemble exactement à Théo, » dit Maya. « Les mêmes yeux, les mêmes cheveux, même la façon de bouger. » Luc s'immobilisa. Un instant, il ne dit rien. Il regarda au-delà de Maya comme absent. Ses paroles l'avaient frappé de plein fouet. Il se leva et marcha lentement vers la fenêtre. « C'est impossible, » murmura-t-il. Maya attendit en silence. Luc montrait rarement ses émotions, mais à présent, son visage paraissait pâle, presque étrange. « Il y a eu un problème quand Théo est né, » dit-il lentement. « Ma femme est morte pendant l'accouchement. On m'a dit qu'il y avait eu des complications. Je n'ai même pas pu lui tenir la main. » Il s'interrompit, replongeant dans des souvenirs enfouis. Les médecins ont parlé de confusion. Pendant quelques minutes, personne ne savait exactement ce qui se passait. Puis on m'a annoncé qu'elle était partie et qu'un seul bébé avait survécu. Luc se retourna et regarda Maya. Mais je me souviens qu'un instant, quelque chose m'a semblé étrange. J'ai toujours eu un doute. Maya ne l'avait jamais entendu parler ainsi. Il était d'ordinaire froid, concentré sur son travail et sa routine. Mais quelque chose de profond venait de s'ouvrir en lui. « Vous n'avez jamais vérifié, jamais demandé de preuves ?» demanda Maya. Luc secoua la tête. « J'ai fait confiance à l'hôpital, et j'étais brisé. Je venais de perdre la femme que j'aimais. J'avais un nouveau-né à m'occuper. Je n'ai rien remis en question. » Il s'interrompit encore visiblement, en lutte pour rester calme, ses mains tremblantes. « Et maintenant tu me dis qu'une fillette qui ressemble à Théo apparaît de nulle part, ne parle pas et disparaît encore ?» Luc passa une main dans ses cheveux. « Je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai besoin de réponses. Je ne peux pas ignorer cela. » Il retourna à son bureau, ouvrit un tiroir et en sortit une vieille chemise cartonnée. Elle était poussiéreuse, usée, remplie de vieux papiers, de dossiers de l'hôpital, de rapports de naissance et d'actes de décès. Luc ne l'avait pas ouverte depuis des années. Il s'assit et se mit à feuilleter rapidement les pages, Maya restant debout à côté. Ses yeux parcouraient les mots à toute vitesse. Les documents confirmaient ce qu'il savait déjà, une naissance vivante, une fille décédée. Mais quelque chose dans la rédaction paraissait désormais suspect. Il y avait des taches, des corrections, même 2 signatures de médecins sur un même formulaire. Luc fronça les sourcils. Pourquoi y a-t-il 2 médecins ici? Pourquoi ces retards dans les rapports? Il leva les yeux vers Maya. « Je dois retourner à cet hôpital. » Maya acquiesça. « Voulez-vous que je vienne ?» demanda-t-elle. « Non, » répondit-il. « J'irai seul. » Luc referma la chemise et la glissa dans un sac. « Si quelqu'un m'a menti, si quelque chose est arrivé à mon enfant, je dois connaître la vérité. » Cette nuit-là, il réserva un vol. Tandis que Luc commençait à fouiller le passé, Maya resta auprès de Théo comme toujours. Elle poursuivit leur visite quotidienne à la balançoire du jardin. Chaque jour, la fillette revenait toujours silencieuse, ne restant jamais longtemps, mais elle revenait. Elle jouait avec Théo comme s'ils s'étaient toujours connus. Elle souriait quand il souriait. Parfois elle lui touchait la main,
ou s'asseyait près de lui sans dire un mot. Peu à peu, Maya commença à remarquer des habitudes, des motifs précis dans ses apparitions. La fillette ne venait qu'en fin d'après-midi. Elle n'acceptait jamais plus de nourriture et ne répondait à aucune question, mais sa présence était régulière. Maya commença à tenir un carnet et à tout y noter: l'heure de son arrivée, la durée de sa visite, ce qu'elle faisait. Elle avait l'impression de participer à quelque chose de bien plus vaste. Il ne s'agissait plus seulement d'aider Théo. Il s'agissait de comprendre qui était cette fillette et pourquoi Théo ressentait un lien si profond avec elle sans prononcer un mot. Luc appela depuis l'aéroport avant d'embarquer. « Je te dirai ce que je découvre, » dit-il à Maya. « Surveille, Théo note tout. » Maya accepta. Après avoir raccroché, elle regarda la balançoire par la fenêtre. Théo s'y trouvait encore, et la fillette venait d'arriver. Ils étaient assis tout près, l'un de l'autre, leurs têtes presque collées. Maya sentit une lourdeur dans sa poitrine. Ce n'était plus une coïncidence, elle en était sûre. Théo ne s'était jamais lié à quelqu'un comme il le faisait avec cette mystérieuse enfant. Et elle, qui qu'elle soit, semblait être venue pour une raison précise. Maya ne pouvait expliquer comment elle le savait. Elle le savait simplement. Et si les soupçons de Luc étaient justes, alors quelque chose de terrible s'était produit des années plus tôt. Peut-être qu'on avait enlevé le bébé. Peut-être étaient-ils jumeaux séparés à la naissance. Maya les observa à travers la vitre, tout en écrivant dans son carnet. Elle sentait que la vérité approchait. Elle avait vu le lien entre Théo et la fillette se renforcer chaque jour. C'était quelque chose de spécial qu'elle n'avait jamais rencontré auparavant. Ils n'avaient pas besoin de parler pour se comprendre. Ils communiquaient par des regards, des gestes de simples mouvements. Quand l'un se levait, l'autre le suivait. Quand l'un riait, l'autre riait aussi. Ils s'asseyaient souvent en silence, côte à côte, sur la balançoire, ou jouaient à des jeux simples comme effleurer les feuilles, ou lancer de petits cailloux en tas. Maya était fascinée par leur connexion. Elle avait travaillé avec d'autres enfants, mais aucun n'avait montré une telle compréhension silencieuse. Ce qui la surprenait le plus, c'était la paix qui régnait désormais chez Théo. Lui qui évitait autrefois les gens, il s'ouvrait et se détendait près de la fillette. On aurait dit qu'il faisait partie de la même histoire. Un après-midi, Maya vit quelque chose qui lui fit monter les larmes aux yeux. Théo jouait avec la fillette au bord du jardin, quand il la regarda soudain et dit doucement « Mana ». Le mot était tendre, mais clair. La fillette s'arrêta, le regarda, et sourit, puis éclata de rire, un rire qui montrait qu'elle avait parfaitement compris. Elle ne le corrigea pas. Elle accepta. Maya resta figée. Mana signifiait « sœur ». Théo n'avait jamais appelé qui que ce soit ainsi. Ce n'était pas un mot répété par habitude, c'était un choix à lui. À partir de ce moment, il ne cessa de l'appeler ainsi « Mana vient, Mana balançoire ». La fillette répondait toujours par un sourire ou en lui prenant la main. Le cœur de Maya se serrait chaque fois qu'elle l'entendait. Elle commença à se demander si ce n'était pas plus qu'un simple surnom affectueux, mais quelque chose de réel, de plus profond, que quiconque ne l'aurait imaginé. Maya voulut aider davantage la fillette. Elle tenta de la faire entrer dans la maison, lui offrant nourriture, bain, même un endroit pour dormir. Mais chaque fois l'enfant s'arrêtait, au seuil, et secouait la tête. Elle ne franchissait pas la porte. « As-tu peur ?» demanda doucement Maya. La fillette ne répondit pas, mais son langage corporel montrait clairement qu'elle ne faisait pas confiance aux adultes. Elle restait seulement près de Théo et de Maya. Elle dormait dehors, près des arbres, ou derrière le mur du jardin.
Maya laissait souvent de la nourriture et des couvertures près des marches arrière, et chaque matin, les objets avaient disparu, signe que la fillette les avait pris, mais elle n'entrait jamais. Pourtant, elle permettait à Maya de lui brosser les cheveux et de lui nettoyer les mains. Maya se sentait honorée de cette confiance. Ce n'était pas grand-chose, mais cela signifiait que la fillette s'ouvrait peu à peu. Maya resta patiente, sans jamais la brusquer, offrant seulement de la gentillesse. Un jour, Maya eut une idée. Elle ne voulait pas effrayer l'enfant, mais elle devait montrer à quelqu'un ce qu'elle voyait chaque jour. Alors, elle attendit que la fillette et Théo jouent et prit discrètement quelques photos avec son téléphone. Les images étaient nettes, 2 enfants riant courant, assis ensemble sur la balançoire. En les regardant, Maya fut de nouveau stupéfaite. La ressemblance entre eux était indéniable. Côte à côte, c'était comme voir une version garçon et une version fille du même enfant. Leurs yeux, leurs visages, même leur sourire, c'était impossible à ignorer. Ce soir-là, quand Luc rentra, Maya attendit que Théo s'endorme. Puis elle lui montra les photos. Il les contempla longuement. D'abord, il ne dit rien. Puis il s'assit lentement, prit une profonde inspiration et murmura. C'est comme regarder Théo en version fille. C'était l'élément décisif dont il avait besoin. Il avait déjà des doutes, mais maintenant il ne pouvait plus nier qu'il s'était passé quelque chose d'étrange et peut-être de très grave dans le passé. Le lendemain matin, il passa plusieurs coups de téléphone. Il engagea un détective privé, un spécialiste des dossiers hospitaliers et des affaires familiales. Luc demanda tous les archives de l'hôpital où Théo était né, les listes du personnel, les certificats de naissance, ainsi que tout rapport d'enfants disparus ou non identifiés à la même époque. Il voulait de vraies réponses, pas des suppositions. Maya l'aida, en notant tout ce qu'elle avait observé à propos de la fillette, ses habitudes, son comportement, son apparence, et la manière dont elle interagissait avec Théo. Pendant que l'enquêteur commençait à chercher la vérité, Maya continua de s'occuper des enfants. Chaque après-midi, elle apportait nourriture, eau et vêtements propres. Le jardin devint un lieu non seulement de jeu, mais aussi d'attente, comme si quelque chose de plus grand devait s'y révéler. Au fil des jours, quelque chose de beau se produisit. Malgré tout le mystère, Maya, Théo et la fillette créèrent une petite routine paisible. Chaque jour semblait un cadeau. Théo et la fillette jouaient avec des cailloux, des fleurs et des bâtons, inventant des jeux qui les faisaient rire. Maya participait parfois dessinant dans la terre ou aidant à construire de petits tas de feuilles. Elle voyait leurs liens grandir, se renforcer. Parfois Théo reposait sa tête sur l'épaule de la fillette et celle-ci posait doucement sa main sur la sienne. D'autres fois, ils couraient en cercle riant jusqu'à tomber par terre. C'était comme s'ils se guérissaient mutuellement par une joie simple. Maya prit d'autres photos non pour enquêter, mais pour se souvenir. Même si personne n'avait encore de réponse, quelque chose d'important se produisait. Quelque chose de pur. Ce n'était plus seulement une affaire du passé. C'était le présent, un moment d'innocence, de confiance et d'amour silencieux entre 2 enfants. L'enquête privée avança rapidement. Luc avait demandé au détective d'examiner chaque détail de la naissance de Théo. En quelques jours, des informations troublantes commencèrent à émerger. L'hôpital où Théo était né avait des dossiers mal organisés pour le jour de l'accouchement. Des noms de membres du personnel manquaient et des signatures ne correspondaient pas. Mais un détail ressortit surtout: un infirmier de garde cette nuit-là avait quitté son poste brusquement 2 jours après la naissance. Pas d'adresse,
pas de lettre de démission. Disparu. Le détective ne put le retrouver. Ce détail bouleversa Luc. Il s'assit seul dans son bureau, fixant le document devant lui. Ses mains tremblaient. Plus il observait les éléments manquants, plus il comprenait qu'un grave incident s'était produit cette nuit-là. Luc ne voulait plus se contenter d'hypothèses. Il avait besoin de preuves, d'une réponse réelle. Ce soir-là, il appela Maya dans le bureau. Fatigué mais résolu, il dit d'une voix ferme « Je veux faire un test ADN, nous devons en avoir le cœur net. » Maya acquiesça. Elle acceptait qu'il était temps, mais savait que ce ne serait pas simple. La fillette ne faisait pleinement confiance qu'à Théo et un peu à Maya. L'emmener en ville serait difficile. Le lendemain, Maya passa du temps assise avec la fillette, lui parlant doucement. Elle expliqua tout avec des mots simples, qu'il voulait seulement vérifier quelque chose, qu'il n'y aurait ni piqûre ni douleur, et qu'ils iraient tous ensemble. D'abord, la fillette ne réagit pas, mais quand Théo lui prit la main et dit « Viens, Mana », elle hocha enfin la tête. Maya lui donna une robe propre et lui brossa les cheveux. Puis ils montèrent dans la voiture. Luc conduisit en silence tout le trajet. Personne ne parla beaucoup. La clinique était petite et calme. Luc avait tout organisé en secret, demandant au médecin de réaliser le test ADN discrètement. Ils entrèrent par une porte arrière, évitant l'attention. La fillette regarda autour d'elle, nerveuse, mais Maya resta à ses côtés, lui tenant la main. Théo s'assit près d'elle, calme comme toujours. Le test fut rapide. Une infirmière frotta doucement l'intérieur de la joue de la fillette avec un coton-tige, puis fit de même pour Luc et Théo. En quelques minutes, c'était terminé. Maya remercia le personnel et aida la fillette à retourner dans la voiture. Luc fit envoyer les échantillons à un laboratoire de confiance, précisant qu'il voulait des résultats rapides et précis. De retour à la maison, tout le monde resta silencieux. Personne ne savait quoi dire. L'attente commença. Il faudrait plusieurs jours pour obtenir la réponse. Chacun portait ses pensées, mais nul ne les exprimait à voix haute. Durant ces jours d'attente, quelque chose d'inattendu commença à se produire dans la maison. Pour la première fois depuis des années, Luc ne passait plus chaque heure enfermé dans son bureau ou plongé dans ses dossiers d'affaires. Il passait davantage de temps à observer les enfants. Un après-midi, il se tint à la fenêtre et vit Théo et la fillette courir pieds nus sur l'herbe. Ils riaient, tombaient, se relevaient. Luc sourit, un vrai sourire. Maya le vit depuis la cuisine et sentit une chaleur profonde envahir sa poitrine. Peu à peu, Luc commença à parler davantage à Théo. Il posait des questions, essayait de jouer à de petits jeux. Même maladroitement, il faisait des efforts évidents. Théo répondait par de petits signes, un regard, un hochement de tête, un mot doux. Maya resta proche tout au long de ces moments. Elle ne prit pas le contrôle. Elle se contentait d'être présente, guidant doucement, aidant les choses à avancer sans jamais forcer. Elle était devenue leur lien. Maya continua à s'occuper chaque jour de la fillette. Elle veillait à ce qu'elle mange, reste propre et se sente en sécurité. Bien que l'enfant refusât toujours de dormir dans la maison, elle commença à rester plus longtemps le soir. Elle s'asseyait sur les marches du perron ou s'allongeait sur une couverture sous les étoiles, pendant que Théo lui tenait la main. Maya ne la pressait jamais. Elle veillait simplement à ce que la fillette se sente la bienvenue. Luc avait commencé à l'appeler « petite » et un jour lui demanda même si elle voulait du jus. La fillette ne répondit pas, mais elle ne s'enfuit pas non plus. L'atmosphère dans la maison
changeait plus légère, moins froide. Ce n'était plus seulement un lieu de silence et de routine. Cela commençait à ressembler à un vrai foyer, même lentement. Chacun attendait toujours les résultats du test, mais quelque chose en eux avait déjà changé. La possibilité de la vérité les rapprochait. Enfin, après 6 longs jours, les résultats arrivèrent. L'enveloppe fut remise en main, propre le matin. Luc la prit, lui-même ferma la porte d'entrée et entra dans le salon. Maya était déjà là avec les enfants, les aidant à colorier sur le sol. Luc resta immobile, serrant l'enveloppe. Il l'ouvrit lentement. Ses yeux parcoururent le papier. Il ne parla pas. Maya se leva et s'approcha. « Luc !» Il se tourna vers elle, le visage pâle. « Elle est à moi, dit-il. C'est la jumelle de Théo. » La pièce se tut. Luc tomba sur le canapé, les yeux toujours fixés sur la feuille. La fillette leva les yeux sans vraiment comprendre. Théo rampa vers elle et la serra fort. « Mana !» répéta-t-il. Maya s'assit à côté d'eux, les yeux pleins d'émotion. La vérité était enfin révélée. La fillette apparue de nulle part n'était pas une étrangère. Elle était une part manquante de leur famille, un morceau de leur histoire revenu. Luc resta ensuite dans son bureau, tenant les résultats ADN pour la 10e fois de la matinée. La vérité était claire désormais, cette fillette était sa fille. Il n'y avait plus aucun doute. Mais au lieu d'apaiser son cœur, cela déclencha une tempête intérieure. Il ressentit de la culpabilité de n'avoir jamais remis en question les faits plus tôt. Il éprouva de la colère envers ceux qui lui avaient menti, et surtout une profonde tristesse pour toutes ces années perdues avec elle, pour toutes ces nuits où elle avait probablement dormi seule, affamée ou apeurée. Sa poitrine se serra à l'idée de ce bébé enlevé sans nom ni voix. Il contempla les vieilles photos de sa femme, se souvenant de son sourire et du prénom qu'elle avait choisi autrefois, si leur bébé avait été une fille, Clara. Ce nom résonnait maintenant dans son esprit. Il n'était pas seulement peiné, il était prêt à agir. Luc prit le téléphone et appela directement l'hôpital. Il ne demanda pas poliment. Il exigea de parler au directeur. Sa voix était ferme, ses mots coupaient court à chaque excuse. « J'ai des preuves, dit-il, et je veux des réponses. » Bientôt l'affaire remonta jusqu'au plus haut niveau. La nouvelle de dossiers manquants et d'un infirmier disparu provoqua des remous parmi le personnel. Puis un événement inattendu survint. Une ancienne infirmière qui ne travaillait plus à l'hôpital, mais restait en contact avec certains collègues, se manifesta. Elle avoua qu'il y a des années, elle avait remis un nouveau-né à une femme qu'elle connaissait, en prétendant que l'enfant était mort. Elle faisait partie d'un réseau clandestin de trafic de bébés. Elle déclara qu'elle regrettait et qu'elle s'était tue par peur. Selon elle, la femme qui avait pris Clara n'était jamais revenue à l'hôpital. D'une façon ou d'une autre, la fillette s'était perdue ou avait réussi à s'échapper. Luc n'en croyait pas ses oreilles. L'histoire se répandit vite et l'hôpital fut secoué par un scandale. Des enquêtes commencèrent. Des journalistes campaient devant le bâtiment. Luc, cependant, évita les médias. Il ne cherchait pas les gros titres. Il voulait la justice. Plus que tout, il voulait que sa fille soit en sécurité et qu'elle ne se sente plus jamais abandonnée. Avec l'aide de son avocat, il entama les démarches légales pour la reconnaître officiellement. Bien qu'elle fût déjà sa fille biologique, elle n'existait sur aucun document. Aux yeux de l'administration, c'était un enfant sans identité. Luc refusa d'attendre. Il avança vite, signant chaque document et assistant à chaque rendez-vous. Quand vint le moment de choisir un prénom, il n'hésita pas.
Il l'appela Clara, comme sa femme l'avait souhaité. Quand il l'annonça à Maya et aux enfants, Maya hocha la tête, les larmes aux yeux. Théo applaudit et serra Clara dans ses bras. Clara ne parla pas, mais elle sourit, un sourire plein de confiance. Ce prénom devint entièrement le sien. Une fois Clara officiellement enregistrée, quelque chose changea dans la maison. Ce n'était plus une question de papier, mais de lien. Clara et Théo, désormais reconnus comme jumeaux, devinrent encore plus inséparables. Ils mangeaient ensemble, jouaient ensemble, et s'endormaient même main dans la main sur le canapé. Théo, qui restait silencieux la majeure partie de la journée, autrefois se mit à parler davantage. Il n'avait plus peur. Clara, qui avait passé la plupart de sa courte vie à se cacher et à survivre, avait désormais sa propre chambre, des vêtements propres, et un endroit sûr pour dormir chaque nuit. Luc les observait avec attention. Il se mit à apprécier les petites choses, préparer des collations, raconter des histoires du soir, aider Théo à dessiner. Il se mit même à rire, vraiment rire. La maison, qui ressemblait autrefois à un musée froid, impeccable et silencieux, reprenait vie. Des jouets traînaient partout. Les rires résonnaient dans les couloirs, et le silence n'était plus pesant, il était rempli de joie. Maya restait au centre de tout cela, mais jamais sous les projecteurs. Elle ne demandait ni reconnaissance, ni louange. Elle cuisinait, faisait le ménage, et s'occupait des enfants comme avant, mais chacun la voyait désormais différemment. Clara venait s'asseoir près d'elle dès qu'elle le pouvait. Théo cherchait toujours sa main, en premier lorsqu'il était contrarié. Luc, autrefois froid et distant, la regardait maintenant avec plus que de la gratitude. Il l'admirait. Elle avait transformé la maison sans rien imposer. Elle avait su prêter attention quand personne d'autre ne l'avait fait. Elle avait écouté, pris soin, agi. Luc se surprenait à la contempler pendant le dîner, se demandant quelle avait été sa vie avant tout cela. Il commença à lui poser des questions, non pas sur les corvées, mais sur ses pensées, ses rêves. Maya répondait simplement, sans rien attendre de plus. Mais il était clair pour tous deux que quelque chose naissait entre eux, quelque chose d'honnête et de nouveau. Un soir, Luc se tenait dans le jardin, regardant les jumeaux jouer près de la balançoire. Clara poussait doucement Théo tandis qu'il riait. Maya se tenait non loin, pliant du linge. Le soleil se couchait derrière les arbres, et pour la première fois depuis bien longtemps, Luc se sentit en paix. Il prit une profonde inspiration et regarda Maya. « Merci, » dit-il doucement. Maya sourit, ne sachant que répondre. Tout avait changé. La vérité avait été douloureuse, mais elle avait ouvert un chemin vers la guérison. Luc avait retrouvé une fille qu'il ignorait avoir perdue. Théo avait trouvé sa sœur. Clara avait trouvé la sécurité. Et tout avait commencé parce qu'une femme avait prêté attention à un garçon silencieux, assis près d'une fenêtre. Luc ne savait pas ce que l'avenir leur réservait. Mais il n'avait plus peur d'espérer. Il n'était plus engourdi. Pour la première fois depuis des années, il revivait. La famille recollait doucement les morceaux. La vie dans la maison avait complètement changé. Théo, autrefois si silencieux et enfermé dans son monde, parlait maintenant par petites phrases. Il souriait plus souvent. Il riait même à voix haute en jouant avec Clara, chose qui n'était jamais arrivée auparavant. Il gardait encore ses moments de calme, mais ses yeux brillaient désormais d'une lumière nouvelle. Clara n'était plus la fillette effrayée qui se cachait derrière les arbres et refusait d'entrer. Elle avait sa propre chambre des jouets, un lit sûr. Elle suivait Théo partout et le serrait souvent dans ses bras. Les deux étaient inséparables. Ils jouaient, dessinaient sur les murs avec des crayons de couleur
et parfois restaient simplement assis l'un près de l'autre sans rien dire. Mais même en silence, ils étaient liés. Ils n'avaient pas besoin d'expliquer quoi que ce soit. Il était clair pour tous qu'ils étaient plus que des frères et sœurs. Ils étaient deux moitiés de la même histoire. Luc avait changé, lui aussi. L'homme qui vivait autrefois enfermé dans son bureau, concentré uniquement sur le travail et fermé aux émotions, n'était plus le même. Il avait encore des jours de chagrin, mais désormais, il les affrontait les yeux ouverts. Il passait plus de temps avec les jumeaux, lisant pour eux, ou s'asseyant par terre pendant qu'ils jouaient. Il apprit comment aider Théo à rester calme dans les moments de stress et comment offrir à Clara un sentiment de sécurité sans la brusquer. Son amour était désormais réel, non plus seulement une responsabilité, mais une présence. Inspiré par tout ce qui s'était passé, Luc décida de créer quelque chose de significatif. Il fonda une association en mémoire de sa défunte épouse. Son objectif, soutenir les enfants autistes, et ceux sans foyer, comme Clara l'avait été. Il voulait s'assurer qu'aucun enfant, comme les siens, ne soit oublié ou laissé pour compte. Ce fut sa manière de transformer la douleur en quelque chose d'utile. Lorsque l'association ouvrit, Luc proposa à Maya d'y participer. Il lui offrit un poste officiel, avec un titre et un bureau. Mais Maya refusa, avec douceur. Elle ne voulait pas de titre. Elle n'était pas intéressée par le travail administratif ou les réunions. Sa place, dit-elle, était auprès des enfants, pas seulement Théo et Clara, mais aussi d'autres. Luc comprit. Maya n'avait jamais fait tout cela pour l'argent ou pour une position. Elle l'avait fait par amour. Alors, au lieu de la pousser à accepter un rôle, il lui demanda simplement de rester telle qu'elle était, une part de la famille. Maya accepta. Elle continua à aider dans les routines quotidiennes, à jouer avec les enfants, à organiser la maison. Mais tout le monde savait qu'elle était bien plus qu'une employée. Elle était celle qui avait vu ce que personne d'autre n'avait vu. Elle avait changé leur vie. Théo l'appelait Maya, mais la façon dont il prononçait ce nom signifiait bien plus qu'un simple prénom. Luc et Maya se rapprochèrent, mais rien ne fut précipité. Ils parlèrent plus souvent, parfois tard, dans la nuit. Luc écoutait ses histoires d'avant, et Maya l'écoutait quand il avait besoin d'évoquer sa femme. Il n'y avait ni pression, ni gêne. C'était naturel. Luc commença à remarquer de petites choses, la façon dont elle souriait lorsque Clara dansait. Elle réagissait vite quand Théo avait besoin de réconfort, et elle se souvenait de chaque petit détail important. Maya voyait aussi les efforts de Luc, sa volonté de s'améliorer chaque jour, de ne plus cacher ses émotions, d'apprendre à être pleinement présent. Leur relation s'était construite sur le respect, sans aucun plan préétabli. Les gens à l'extérieur demandèrent souvent qui était Maya. Luc répondait simplement « Elle est avec nous ». Cela suffisait. Les enfants lui faisaient confiance, lui aussi. Et même si aucun d'eux ne parlait ouvertement d'amour, il était évident qu'un lien fort et solide s'était développé entre eux. L'un des plus grands changements eut lieu dans le jardin. L'ancienne balançoire, autrefois rouillée et oubliée, était désormais réparée et propre. Luc l'avait fait remettre en état après les résultats ADN comme un symbole de leur nouvelle vie. Il avait peint le cadre lui-même et ajouté 2 cordes solides pour que les enfants puissent se balancer ensemble. Chaque après-midi, Théo et Clara s'y précipitaient dès le déjeuner terminé. C'était devenu leur endroit préféré. Parfois, ils riaient et jouaient bruyamment. D'autres fois, ils restaient assis en silence, se balançant côte à côte. C'était sur cette balançoire que Maya avait d'abord vu Théo tenter de dire quelque chose d'important au monde.
Maintenant, elle était devenue un lieu de joie, de souvenirs et de guérison. Chaque fois que Maya la regardait, elle ressentait de la gratitude. Cette balançoire avait tout déclenché. Elle avait ramené le passé dans le présent. Elle leur avait montré le chemin vers la vérité et l'amour. Le jardin était devenu le cœur de la maison. Ce n'était plus seulement de l'herbe et des arbres. C'était un lieu chargé de sens. La balançoire se dressait comme un symbole, non seulement du lien entre les jumeaux, mais aussi de tout ce que la famille avait traversé, la douleur, le mystère, la découverte et la guérison. Théo et Clara y jouaient chaque jour, et Maya les observait souvent depuis la fenêtre de la cuisine. Luc les rejoignait parfois, assis sur les marches avec une tasse de café souriant, en regardant ses enfants rire. La vie n'était pas parfaite, et il restait des jours difficiles. Mais la différence, c'était qu'ils les affrontaient désormais ensemble. Ce qui avait été une maison pleine de silence était devenu un foyer empli d'amour et de nouveaux souvenirs. Ils n'étaient plus les mêmes qu'autrefois, et c'était très bien ainsi. Deux cœurs, ceux de Théo et de Clara, avaient réécrit leur histoire avec Maya et Luc à leur côté. Les années passèrent. Le jardin n'était plus sauvage et envahi comme autrefois. L'herbe était tondue, les fleurs éclatantes, les arbres plus grands, offrant davantage d'ombre. Mais une chose n'avait pas changé la balançoire. Elle était toujours à la même place, là où tout avait commencé. À présent, peinte en blanc, des fleurs poussaient autour de son socle. Théo et Clara, désormais adolescents, étaient plus grands, plus forts, plus assurés. Pourtant, de temps à autre, ils revenaient à la balançoire comme avant. Ce jour-là, ils riaient et se poussaient l'un l'autre, tour à tour. Ils parlèrent de l'école de la vie, plaisantant même sur celui qui pourrait encore se balancer le plus haut. De loin, cela ressemblait à un jour ordinaire. Mais pour leur famille, cet endroit n'avait jamais été qu'un jardin. C'était le commencement de tout. Il portait les premiers signes du changement. La famille était devenue quelque chose de spécial. Ce qui avait débuté dans la douleur et la confusion s'était lentement transformé en amour et en sens profond. Luc avait écrit un livre sur leur histoire. Il racontait la vérité non seulement sur le scandale de l'hôpital, mais aussi sur le deuil, la guérison et la redécouverte. Le livre devint connu, et bientôt Luc fut invité à intervenir dans des écoles et des conférences. Maya l'accompagnait parfois toujours discrète mais forte. Elle s'asseyait à ses côtés et l'écoutait, expliquer combien le simple fait d'écouter, vraiment écouter, avait tout changé. Théo et Clara les rejoignaient parfois. Ils n'étaient pas seulement des symboles de cette histoire. Ils étaient la preuve vivante que l'amour et l'attention peuvent reconstruire ce qui avait été brisé. Les spectateurs pleuraient souvent. Beaucoup restaient d'après les conférences pour les remercier, partager leur propre vécu ou dire combien ils se sentaient inspirés. Ce récit, autrefois, le leur seulement appartenait désormais à beaucoup d'autres. Théo, à présent adolescent, était devenu quelqu'un qu'on n'aurait jamais imaginé. Il n'était pas seulement plus bavard, il était confiant. Il parlait clairement en public, surtout pour raconter sa propre histoire. Il se tenait devant des classes et expliquait aux autres enfants les jours où il parlait à peine quand il restait assis près de la fenêtre à pointer du doigt. Il décrivait ce que cela faisait de se sentir invisible, combien ça faisait mal quand on l'ignorait. Puis il souriait et racontait ce qui avait tout changé. « Quelqu'un m'a écouté, c'était Maya », dit-il un jour dans un auditorium scolaire. Elle n'est pas passée devant moi comme tout le monde. Elle s'est arrêtée, elle a regardé, elle m'a demandé pourquoi je montrais du doigt, et cela a tout changé.
Les enfants écoutaient attentivement, et les enseignants essuyaient leurs yeux. La voix de Théo était calme, sans effet dramatique. Il ne cherchait pas à faire pleurer. Il disait simplement la vérité, et c'était d'une certaine façon encore plus puissant. Clara trouva elle aussi sa voix. Elle n'aimait pas parler sur scène comme Théo, mais elle s'impliqua activement pour aider d'autres enfants, en particulier ceux qui avaient vécu dans la rue comme elle autrefois. Elle travaillait avec la fondation, créée par Luc, et passait du temps avec des enfants, effrayés, silencieux ou perdus. Elle savait ce que cela faisait. Elle n'avait pas oublié. Maya lui enseigna comment prendre soin avec douceur, comment être patiente et comment protéger quelqu'un sans l'étouffer. Clara utilisait ces leçons chaque jour. Elle retournait souvent seule à la balançoire dans le jardin, ou accompagnée d'un enfant dont elle s'occupait, s'asseyant tranquillement comme elle l'avait fait autrefois. C'était sa manière de se souvenir d'où elle venait. Clara n'avait pas besoin de gloire ni d'attention. Elle avait juste besoin que les gens soient en sécurité, comme elle l'était, enfin. Son caractère calme compensait l'énergie de Théo. Ensemble, ils étaient forts. Ensemble, ils représentaient non pas une histoire parfaite, mais une histoire réelle. Luc avait changé le plus. Il n'était plus l'homme figé par le deuil. Il regrettait toujours sa femme, mais la douleur s'était adoucie. À sa place, quelque chose de nouveau s'était installé, la gratitude. Il avait appris à être père à nouveau et à faire partie de quelque chose de plus grand que lui-même. Il ne travaillait plus seulement pour des affaires et des chiffres. Sa fondation avait grandi et aidé des centaines d'enfants. Mais plus encore, il était devenu quelqu'un sur qui les autres pouvaient compter. Sa relation avec Maya s'était également approfondie. Ils étaient partenaires en tout à la maison, au travail, dans la vie. Maya n'avait jamais voulu de titre, mais pour Luc, elle était le cœur de tout. Il disait souvent qu'elle était la personne qui avait vu ce que personne d'autre n'avait vu. Quand on lui demandait comment la famille avait survécu à tant d'épreuves, Luc répondait simplement « Parce qu'une femme a eu le courage de poser une question que personne d'autre n'a posée. » Clara était assise à proximité, adossée à l'arbre. Maya et Luc étaient en arrière-plan, regardant en silence. Théo montra la balançoire derrière lui. « C'est ici que tout a commencé, » dit-il. « Je m'asseyais ici quand je ne savais pas comment demander de l'aide. Je pointais du doigt en espérant que quelqu'un le remarque. Un jour, quelqu'un l'a fait, et c'est ainsi que ma vie a changé. » Les enfants écoutaient en silence. Parfois Théo ajoutait « L'amour n'a pas besoin de grands mots. Parfois c'est juste quelqu'un qui te voit quand personne d'autre ne le fait. » Il regarda Maya et sourit, puis se tourna de nouveau vers les enfants. « Alors si vous voyez quelqu'un assis seul, ne passez pas votre chemin, demandez-lui simplement pourquoi. » La balançoire bougea doucement derrière lui. Ce n'était plus seulement un siège, c'était un rappel, un symbole de la façon dont l'amour les avait silencieusement sauvés. Enfin, nous sommes arrivés à la fin de cette histoire. Je suis extrêmement heureux que vous soyez arrivés jusqu'ici. Merci beaucoup de votre attention. Commentez ci-dessous ce que vous en avez pensé et quelle a été la meilleure ou la pire partie. N'oubliez pas de vous abonner. À la prochaine fois.